Pour les 75-85 ans, si vous pratiquez toujours ces 6 habitudes, vous êtes véritablement hors du commun. Bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi de vous partager une observation, ou plutôt une révélation, qui pourrait bien vous surprendre profondément. Pendant des décennies, l'institution médicale, avec toutes ses bonnes intentions, a souvent encouragé les personnes âgées à ralentir le rythme, à se ménager et à accepter l'idée d'un déclin inéluctable comme une composante naturelle du vieillissement. C'était un conseil bienveillant, mais peut-être incomplet, voire dépassé. Mais que diriez-vous si je vous annonçais que certaines des recherches les plus révolutionnaires sur la longévité, menées au cours des 10 dernières années, contredisent de manière éclatante cette perspective traditionnelle? Et si les véritables piliers de votre acuité mentale, de votre force physique et de votre précieuse indépendance à 75, 80, voire 85 ans n'étaient pas des prescriptions complexes ou des médicaments coûteux que votre médecin a pu évoquer lors de votre dernière consultation, mais plutôt des habitudes quotidiennes d'une simplicité parfois déconcertante que la plupart des personnes de votre âge ont malheureusement et silencieusement délaissées au fil du temps? Je suis le Dr. Daniel Hayes. Et après plus de 2 décennies passées à travailler avec des patients et patientes dans cette tranche d'âge si particulière, celle des 75 à 85 ans, j'ai eu l'occasion de constater un phénomène remarquable que la recherche scientifique commence tout juste à confirmer avec force. Les individus qui traversent le processus de vieillissement avec la plus grande grâce et vitalité, ceux qui continuent de conduire leur voiture pour se rendre à leur rendez-vous, qui entretiennent avec passion leur jardin fleuri, qui se souviennent encore sans effort du nom de chacun de leurs petits-enfants et de la date exacte de leur anniversaire sans avoir besoin de le noter, ces personnes partagent en réalité un ensemble très précis de comportements et d'habitudes. Il ne s'agit pas de coûteux compléments alimentaires ou de traitements miracles, mais bien de gestes et de routines quotidiennes. Oui, des comportements, des actions concrètes et répétées, c'est cela la clé. Une étude emblématique et absolument cruciale, publiée par le prestigieux Centre de la longévité de Stanford, a suivi avec une minutie impressionnante plus de 4200 adultes âgés de 70 à 90 ans sur une période étendue de 12 années. Les conclusions de cette investigation furent tout simplement frappantes, révélatrices. Il a été démontré que les participants qui maintenaient au moins 4 de ces habitudes quotidiennes spécifiques réduisaient de 61% leur probabilité de connaître ce que les chercheurs nomment un déclin fonctionnel accéléré. Ce terme désigne cette perte rapide et souvent prématurée d'indépendance qui conduit malheureusement tant de personnes âgées vers des établissements de vie assistée, bien plus tôt qu'il ne serait nécessaire. Pensez-y, 61%. Ce n'est absolument pas un chiffre anodin ou négligeable. C'est une proportion colossale. C'est la différence fondamentale entre pouvoir vivre sa vie pleinement, selon ses propres désirs et conditions, et se voir contraint de la vivre selon les horaires et les directives d'une autre personne ou d'une institution. C'est la clé de la liberté personnelle. Avant de plonger plus profondément dans ces habitudes, je tiens à attirer votre attention sur un point particulièrement intriguant, car je sais que l'on est parfois tenté de sauter les explications. L'habitude numéro 1 de cette liste, celle qui se révèle être la plus puissante et la plus impactante des 6, est une pratique dont presque personne ne parle ouvertement. Elle n'est pas directement liée à l'alimentation ou à l'exercice physique au sens traditionnel où on l'entend habituellement. En réalité, la plupart des cardiologues eux-mêmes n'abordent même pas ce sujet crucial. Pourtant, les recherches émanant d'institutions aussi prestigieuses que l'Université Johns Hopkins ou l'Université d'Édimbourg suggèrent qu'elle pourrait être le facteur prédictif le plus significatif de votre indépendance cognitive et physique une fois passé le cap des 75 ans. C'est pourquoi je vous implore de rester avec moi jusqu'à la fin de cette présentation, car cette unique habitude
a le potentiel de transformer radicalement la manière dont vous envisagez et vivez le reste de votre existence. Mais avant de nous immerger dans le détail de cette liste d'habitudes essentielles, j'aimerais vous poser une question très personnelle. Je vous invite chaleureusement à partager votre âge dans les commentaires ci-dessous, que vous ayez 68, 74, 81 ans ou que vous vous situiez dans une autre tranche d'âge. Et surtout, dites-moi lesquelles de ces habitudes, selon vous, vous pratiquez déjà avec succès. Sachez que je lis absolument chaque commentaire laissé sur cette chaîne, sans exception. Cette communauté représente énormément pour moi, et votre vécu, votre expérience, vos questions et vos partages sont d'une importance capitale. Alors, n'hésitez pas à laisser votre message et engageons une véritable conversation enrichissante ensemble. À présent, sans plus attendre, plongeons dans le vif du sujet et explorons ensemble ces habitudes, en remontant de la 6e à la première, la plus impactante. Nous allons débuter avec une pratique qui, au premier abord, pourrait sembler presque trop élémentaire, trop évidente pour avoir un impact aussi transformateur sur votre vie. Pourtant, croyez-moi, la science qui la sous-tend est tout sauf simpliste et révèle une profondeur insoupçonnée. 6e habitude, l'hydratation stratégique, pas seulement occasionnelle. Voici une erreur fondamentale que la plupart des gens commettent concernant l'hydratation après 75 ans. Ils imaginent, à tort, que le corps fonctionne de la même manière qu'à 45 ans en ce qui concerne la soif et l'absorption de l'eau. Il n'en est absolument rien. Cette supposition est profondément erronée et peut avoir des conséquences importantes sur votre bien-être. Après l'âge de 70 ans, vos reins, ces filtres vitaux de votre organisme, perdent environ 40% de leur efficacité de filtration. Cela signifie qu'ils ont plus de mal à réguler l'équilibre hydrique. De plus, les signaux de soif de votre corps s'atténuent considérablement, à tel point que vous pouvez réellement cesser de ressentir la soif même lorsque vous êtes en état de déshydratation sévère. Et ce n'est pas tout. La capacité de votre sang à transporter l'oxygène et les nutriments essentiels vers vos muscles et votre cerveau diminue de manière mesurable à chaque pourcentage de fluide que vous perdez. Visualisez votre circulation sanguine comme un vaste système de livraison fluviale. Lorsque ce fleuve se tarit, que son niveau baisse, les camions de livraison ralentissent, les colis, oxygène et nutriments, se perdent en chemin et l'ensemble de l'opération commence à se désagréger, à fonctionner de manière sous-optimale. C'est précisément l'effet dévastateur d'une déshydratation chronique, même légère, sur un corps vieillissant. Ces impacts sont insidieux mais réels. Une étude fondamentale, publiée dans le European Journal of Nutrition et portant sur un échantillon significatif de 3500 adultes de plus de 70 ans, a révélé des résultats probants. Il a été constaté que les personnes qui maintenaient une hydratation quotidienne constante, supérieure à 1,8 litres, affichaient un taux d'infection urinaire réduit de 38%. Elles bénéficiaient également d'une diminution de 29% des chutes, car la déshydratation altère de façon spectaculaire l'équilibre et le temps de réaction, augmentant ainsi les risques. De plus, ces individus obtenaient des scores nettement supérieurs lors des tests de mémoire à court terme. Il faut se rappeler que le cerveau est composé à environ 75% d'eau. Même une diminution de seulement 2% de votre niveau d'hydratation peut entraîner une altération cognitive mesurable, et ce, à n'importe quel âge. Cependant, après 75 ans, cet effet est considérablement amplifié. Pourquoi? Parce que les mécanismes compensatoires de votre cerveau travaillent déjà plus intensément pour simplement maintenir ses fonctions de base. Chaque goutte d'eau compte doublement. Voici la clé de voûte qui transforme cette simple action en une habitude véritablement distinctive pour les seniors qui réussissent exceptionnellement bien leur vieillissement. Ces personnes ne se contentent pas de boire de l'eau quand elles y pensent ou quand la soif se manifeste. Leur approche est beaucoup plus intentionnelle. Elles commencent leur journée en buvant entre 350 et 470 millilitres, soit 12 à 16 onces, d'eau dès le matin,
avant même de toucher à leur café, de prendre leur petit déjeuner ou de faire quoi que ce soit d'autre. Cette pratique matinale est cruciale. En effet, votre corps perd des fluides pendant la nuit par la respiration et une légère transpiration. Après 75 ans, ce déficit hydrique nocturne est généralement 30% plus élevé qu'il ne l'était au milieu de la vie. Commencer la journée en réhydratant l'organisme permet de compenser immédiatement cette perte et de lancer les systèmes corporels. Par la suite, ces seniors avisés boivent un petit verre d'eau à chaque repas et un autre en milieu d'après-midi, maintenant ainsi une hydratation constante et optimale tout au long de la journée. L'astuce de synergie ici est absolument essentielle et ne doit pas être négligée. Associez votre première prise d'eau matinale à une petite quantité de sodium. Attention, il ne s'agit pas du sel de table raffiné, mais plutôt d'une pincée de sel de mer de haute qualité, riche en minéraux, ou d'un comprimé d'électrolytes. Pourquoi cette recommandation est-elle si importante? Parce qu'après 75 ans, vos reins rencontrent davantage de difficultés à retenir le sodium, un minéral crucial. Or, sans une quantité suffisante de sodium, l'eau pure a tendance à traverser votre système sans être pleinement absorbée par vos cellules, là où elle est réellement nécessaire pour toutes les fonctions vitales. Le sodium agit comme un facilitateur, permettant une meilleure rétention et utilisation de l'eau par l'organisme. Prenons l'exemple de Margaret, une patiente de 81 ans, originaire de Boise, dans l'Idaho. Elle est venue me consulter en se plaignant d'un brouillard cérébral récurrent l'après-midi, de vertiges fréquents lorsqu'elle se levait et d'une sensation qu'elle décrivait avec précision comme avoir la pensée enveloppée dans du coton. Elle n'était pas déshydratée de manière dramatique ou aiguë. Non, son problème était plus insidieux. Elle souffrait d'une sous-hydratation chronique et légère. Nous n'avons apporté qu'une seule modification à ses habitudes, une hydratation stratégique, minutieusement programmée avec l'ajout d'une petite quantité d'électrolytes le matin. 6 semaines plus tard, elle m'a confié avoir l'impression que quelqu'un avait nettoyé les fenêtres de son esprit. Son équilibre s'était considérablement amélioré et sa fatigue de l'après-midi avait diminué de manière significative. Une seule habitude et des résultats qui ont littéralement transformé sa vie quotidienne. 5e habitude, le mouvement basé sur la résistance, au moins 2 fois par semaine. Je dois être extrêmement clair sur ce point précis, car je constate constamment que cette notion est souvent mal interprétée ou mal comprise, en particulier pour les seniors. Lorsque je parle de mouvement de résistance, je ne fais absolument pas référence à l'idée d'aller dans une salle de sport pour soulever des poids lourds et impressionnants, comme on pourrait l'imaginer. Non, je parle de tout mouvement qui sollicite vos muscles en les forçant à travailler contre une forme de résistance ou de force. Cela peut prendre diverses formes. L'utilisation d'une bande de résistance légère, la manipulation d'un haltère de faible poids, l'exécution de pompes contre un mur, ou même simplement le transport de vos sacs de course avec une intention et une technique spécifique, en engageant vos muscles consciemment. Cette distinction est d'une importance capitale, voire énorme, après 75 ans, en raison d'un processus biologique spécifique appelé résistance anabolique. Laissez-moi vous expliquer en quoi cela consiste. La résistance anabolique est la capacité diminuée des cellules musculaires vieillissantes à répondre efficacement aux stimulations apportées par les protéines et l'exercice physique. En d'autres termes, et de manière plus concrète, cela signifie qu'après 75 ans, votre corps a besoin d'un signal plus fort, d'une résistance plus intentionnelle et ciblée pour maintenir la même quantité de masse musculaire qu'une personne de 50 ans conserverait avec la moitié de l'effort. Vos muscles ne sont pas devenus paresseux. Ils sont simplement plus difficiles à stimuler et à atteindre. Et si vous ne les sollicitez pas de manière régulière et suffisante,
ils entament un processus insidieux appelé sarcopénie, c'est-à-dire une perte progressive et inévitable de masse musculaire et de force. Des recherches menées par la prestigieuse Mayo Clinic ont établi un lien direct entre la sarcopénie et une augmentation de 47% du risque de chute, une probabilité 53% plus élevée de devenir incapable d'effectuer des tâches quotidiennes de base dans les 5 ans et, malheureusement, une espérance de vie globale considérablement raccourcie. C'est un enjeu majeur pour l'autonomie et la qualité de vie. Une étude significative de l'Université Tufts a suivi des adultes âgés de 75 à 85 ans qui ont entrepris un programme d'entraînement en résistance 2 fois par semaine. Les résultats, obtenus après seulement 10 semaines, furent impressionnants. Les participants ont montré une augmentation moyenne de 37% de la force de leurs jambes, ainsi qu'une amélioration de 28% de leur score d'équilibre. Mais voici le point qui surprend toujours le plus et qui mérite une attention particulière. Une amélioration mesurable de la sensibilité à l'insuline. Ce phénomène a des répercussions directes et positives sur votre niveau d'énergie, la réduction de l'inflammation systémique et même sur vos fonctions cognitives. Les mitochondries, ces minuscules centrales énergétiques qui se trouvent à l'intérieur de vos cellules musculaires, se régénèrent littéralement de manière plus efficace lorsque vous pratiquez régulièrement des exercices de résistance. Il ne s'agit donc pas uniquement de construire du muscle au sens esthétique ou de la force brute. Il s'agit en réalité de reconstruire et d'optimiser l'infrastructure énergétique de votre corps tout entier, lui offrant une vitalité renouvelée et une meilleure capacité à fonctionner au quotidien. La prescription pratique pour intégrer cette habitude est étonnamment simple et accessible. Visez 2 à 3 séances par semaine, chacune d'une durée de 20 à 30 minutes, en vous concentrant spécifiquement sur les grands groupes musculaires, les jambes, les hanches et le dos. Les bandes de résistance sont particulièrement idéales pour les seniors, car elles offrent une résistance progressive et adaptable sans exercer d'impact excessif sur les articulations, ce qui les rend sûres et efficaces. L'astuce de synergie ici est d'une importance capitale. Effectuez votre séance de résistance dans les 30 minutes suivant la consommation de 25 à 30 grammes de protéines. La raison en est que, après 75 ans, fait naître anabolique, cette période cruciale pendant laquelle vos muscles peuvent absorber le plus efficacement les protéines pour leur réparation et leur croissance, est à la fois plus courte et moins tolérante que chez les adultes plus jeunes. Le timing n'est plus une option facultative à votre âge. Il est devenu un facteur absolument essentiel pour maximiser les bénéfices de votre effort. 4e habitude, maintenir un horaire de sommeil cohérent et intentionnel. Avant de poursuivre cette exploration des habitudes vitales, si cette vidéo vous apporte une réelle valeur, si vous apprenez des informations que vous auriez aimé connaître il y a des années, je vous invite sincèrement à prendre une petite seconde pour cliquer sur le bouton d'abonnement. Et si vous connaissez quelqu'un entre 70 et 90 ans qui mériterait absolument d'entendre ces informations cruciales, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec cette personne dès aujourd'hui. Je souligne cela car l'existence même de cette chaîne repose sur une mission simple: offrir aux seniors des vérités scientifiquement prouvées, des informations essentielles que les rendez-vous médicaux, souvent trop courts, n'ont malheureusement jamais le temps d'aborder en profondeur. Revenons-en maintenant au sommeil, car cette habitude est bien plus complexe et nuancée qu'il n'y paraît, bien au-delà de la simple idée de se coucher tôt. Après l'âge de 75 ans, votre rythme circadien, cette horloge interne de 24 heures qui régule vos cycles veille-sommeil, commence à se décaler et de manière critique à s'affaiblir. Votre cerveau produit environ 70% moins de mélatonine qu'il n'en produisait à l'âge de 30 ans. De plus, votre sommeil à ondes lentes, qui représente la phase la plus profonde et la plus réparatrice physiquement, diminue de manière drastique, jusqu'à 80% par rapport à ce qu'il était dans votre trentaine. Or, c'est précisément pendant cette phase que l'hormone de croissance humaine est libérée,
cette hormone essentielle qui est responsable de la réparation cellulaire, du maintien de la fonction immunitaire et de la préservation de la masse musculaire. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Un sommeil de mauvaise qualité après 75 ans ne se résume pas simplement à une sensation de fatigue accrue. Une étude très sérieuse de l'Université de Californie, Berkeley, a révélé que les adultes de plus de 70 ans présentant des schémas de sommeil perturbés montraient une accumulation 68% plus élevée de plaques amyloïdes dans le cerveau. Ce sont les mêmes plaques que celles directement associées à la maladie d'Alzheimer. L'impact du sommeil est donc bien plus profond qu'on ne l'imagine. Les seniors qui excellent dans cette habitude ne se contentent pas de dormir davantage. Leur secret réside dans la constance et la rigueur de leur sommeil. Ils se couchent systématiquement dans une fenêtre de 30 minutes chaque soir, sans exception. De même, ils se réveillent à la même heure chaque matin, y compris les week-ends, afin de réguler et de renforcer leur rythme circadien. Ils maintiennent également leur chambre à coucher à une température fraîche, entre 18 et 20 degrés Celsius, 65 et 68 degrés Fahrenheit, car la régulation de la température corporelle pendant le sommeil devient moins efficace après 75 ans. Un environnement plus frais favorise ainsi le sommeil profond, dont votre cerveau a désespérément besoin pour se régénérer. De plus, ces individus évitent soigneusement les écrans pendant les 60 minutes précédant le coucher. La raison n'est pas uniquement liée à la lumière bleue. C'est aussi parce que la stimulation mentale générée par les écrans maintient le cortex préfrontal actif, ce qui retarde l'endormissement, d'une moyenne de 47 minutes chez les adultes de plus de 70 ans, selon des recherches approfondies de la Harvard Medical School. La préparation au sommeil est donc un rituel essentiel. L'astuce de synergie pour optimiser votre sommeil est la suivante. Associez votre horaire de sommeil rigoureux à 10 minutes de respiration diaphragmatique lente juste avant de vous coucher. Cette pratique simple mais puissante active le système nerveux parasympathique, le mode repos et réparation de votre corps. La recherche a démontré que cette technique réduit les niveaux de cortisol nocturne, l'hormone du stress, de jusqu'à 22%, facilitant ainsi considérablement l'atteinte et le maintien du sommeil à ondes lentes, si crucial pour les adultes vieillissants. C'est un outil précieux pour une régénération profonde. Troisième habitude, consommer des protéines de manière délibérée et répartie. C'est ici que je constate la plus dangereuse des idées fausses parmi les seniors, et elle me préoccupe sincèrement en tant que médecin. L'idée reçue selon laquelle vous auriez besoin de moins de protéines en vieillissant n'est pas seulement incorrecte, elle pourrait bien être l'une des pièces de folklore nutritionnel les plus préjudiciables jamais transmises de génération en génération. La vérité, scientifiquement établie, est en réalité exactement l'inverse. Après 75 ans, en raison de la résistance anabolique dont j'ai parlé précédemment, cette difficulté accrue de vos muscles à répondre aux stimuli, votre corps nécessite en fait 50 à 75% plus de protéines alimentaires par kilogramme de poids corporel qu'une personne en bonne santé de 30 ans pour parvenir au même effet de maintien musculaire. Pourtant, la plupart des seniors que je rencontre consomment malheureusement la moitié des protéines dont ils ont réellement besoin. Cela s'explique souvent par une diminution de l'appétit avec l'âge et par le fait que les aliments riches en glucides sont perçus comme plus faciles à préparer et à consommer. C'est un cercle vicieux qui doit être brisé pour la santé musculaire et générale. Une recherche fondamentale, publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition et portant sur un vaste échantillon de plus de 2700 adultes âgés de 70 à 85 ans, a révélé des résultats sans équivoque. Il a été démontré que les participants qui consommaient au moins 1,2 g de protéines par kilogramme de poids corporel par jour, astucieusement répartis sur 3 repas ou plus, maintenaient une masse musculaire significativement plus importante. Ils affichaient également des taux d'hospitalisation dus à des blessures liées aux chutes
inférieure de 41 et montrait une réponse immunitaire nettement améliorée face aux infections courantes telles que la grippe et la pneumonie. Imaginez les protéines comme les briques essentielles que votre corps utilise pour se reconstruire chaque nuit. Pendant que vous dormez, votre organisme décompose les tissus anciens et endommagés pour les remplacer par de nouveaux, un processus de renouvellement constant. Sans un apport suffisant de ces briques précieuses, sans suffisamment de protéines, cette reconstruction reste malheureusement incomplète. Au fil des mois et des années, ce déficit structurel peut devenir véritablement catastrophique pour la vitalité et la résilience de votre corps. L'approche pratique est la suivante, simple et efficace. Visez une consommation de 25 à 35 grammes de protéines à chacun de vos 3 repas principaux. Cela équivaut à environ 115 à 140 grammes, 4 à 5 onces, de poulet, de poisson, d'œufs, de yaourt grec ou de légumineuses par repas. La raison pour laquelle cette répartition est si cruciale après 75 ans est que les muscles vieillissants ne peuvent utiliser efficacement qu'environ 35 à 40 grammes de protéines par prise pour la synthèse musculaire. Au-delà de cette quantité, l'excédent est plutôt oxydé pour produire de l'énergie, au lieu d'être utilisé pour la réparation et la construction musculaire. En étalant votre apport, chaque gramme de protéines compte et est pleinement optimisé par votre organisme. Considérez l'histoire de James, 78 ans, de Scottsdale, en Arizona. Sa fille est venue me consulter après avoir remarqué qu'il avait perdu près de 8 kg, 18 livres, ce que son précédent médecin avait qualifié de perte de poids normale liée à l'âge. Ce n'était absolument pas normal. James perdait du muscle et non de la graisse. Sa force de préhension, un puissant indicateur de longévité chez les adultes âgés, était tombée au 15e centile inférieur pour son groupe d'âge. Nous avons restructuré ses repas autour d'un apport protéique délibéré et bien réparti. 12 semaines plus tard, il avait regagné 5 kg, 11 livres, de masse maigre. Sa force de préhension était revenue au 60e centile et il m'a raconté avec une fierté manifeste qu'il avait porté seul tous ses sacs de course de la voiture jusqu'à la maison pour la première fois en 2 ans. Un exemple éloquent de l'impact de cette habitude. L'astuce de synergie. Associez vos repas riches en protéines à une petite quantité de vitamine C. Pensez à une orange, quelques lanières de poivron ou un filet de jus de citron. La vitamine C est en effet essentielle à la synthèse du collagène, une protéine qui travaille en synergie avec les protéines alimentaires pour maintenir non seulement la masse musculaire, mais aussi les tissus conjonctifs, le cartilage articulaire et l'intégrité de la peau. Tous des éléments qui, collectivement, déterminent la façon dont votre corps tient le coup et conserve sa solidité après 75 ans. Deuxième habitude, l'engagement social intentionnel et quotidien. Je vous avais prévenu plus tôt dans cette vidéo que l'une des 2 premières habitudes de cette liste allait probablement vous surprendre. Et c'est souvent celle-ci qui déconcerte le plus de gens. Elle peut sembler trop douce, trop émotionnelle pour être considérée comme une véritable recommandation médicale. Mais je tiens à être absolument et d'une clarté limpide. La recherche sur l'engagement social et la longévité chez les adultes de plus de 75 ans n'a rien de doux ou de superficiel. C'est l'une des sciences les plus rigoureuses, les plus solides et les plus reproductibles de la gérontologie moderne. Une étude retentissante de l'Université Brigham Young, qui a analysé les données de plus de 300 000 adultes sur plusieurs décennies, a révélé un fait alarmant. L'isolement social portait un risque de mortalité équivalent à celui de fumer 15 cigarettes par jour. Laissez-moi répéter cela, car l'impact est énorme. Être chroniquement isolé socialement est aussi dangereux pour votre espérance de vie que de fumer 15 cigarettes chaque jour. Pour les adultes de plus de 75 ans, l'Institut national sur le vieillissement, National Institute on Aging,
a constaté que la solitude accélère le déclin cognitif de jusqu'à 64 %. Elle augmente le risque de démence de 41 % et élève de manière spectaculaire les marqueurs inflammatoires dans le sang, notamment l'interleukine 6 et la protéine C réactive, qui endommagent directement les tissus cardiovasculaires, la fonction immunitaire et la connectivité neuronale. L'impact est donc bien physiologique et non uniquement psychologique. Voici la raison physiologique profonde pour laquelle cet engagement social fonctionne à un niveau si fondamental pour votre santé. Une interaction sociale significative, et je parle ici d'une véritable connexion humaine engagée, pas d'un temps d'écran passif ou du simple fait de regarder la télévision dans la même pièce qu'une autre personne, déclenche la libération d'ocytocine. Cette hormone, souvent appelée l'hormone de l'attachement, a des effets bénéfiques mesurables. Elle supprime le cortisol, l'hormone du stress, réduit l'inflammation dans le corps et active le cortex préfrontal de manière qui maintienne les voies neuronales denses, robustes et actives. Imaginez votre cerveau, social comme un muscle essentiel. Les neurones qui s'activent lors d'une conversation authentique, de rires partagés, de débats stimulants ou d'une connexion émotionnelle profonde sont précisément les mêmes neurones qui sont responsables de l'entretien de votre mémoire, de vos capacités de prise de décision et de votre sens de soi. Lorsque ces neurones restent inactifs pendant des semaines, ils commencent à s'atrophier, à élaguer leur connexion. Et après 75 ans, la neuroplasticité, cette capacité remarquable de votre cerveau à former de nouvelles connexions et à se réorganiser, a déjà considérablement diminué, rendant les voies neuronales inutilisées bien plus difficiles à restaurer une fois qu'elles se sont affaiblies. La prescription ici n'est pas compliquée, mais elle doit être rigoureusement intentionnelle. Visez au moins une interaction sociale significative et en personne chaque jour. Un appel téléphonique peut compter, à condition qu'il s'agisse d'un échange véritablement engagé et non d'une simple formalité. Cela peut être la participation à un groupe communautaire, une rencontre religieuse, une promenade avec un ami ou un partenaire de marche, ou un déjeuner régulier avec un voisin. Ce qui ne compte pas en termes de bénéfices neurologiques, c'est la simple présence. Sociale passive. Vous devez activement penser, répondre, rire, exprimer votre désaccord, partager des idées et des émotions. C'est cet engagement profond qui constitue le stimulus essentiel pour maintenir l'intégrité structurelle de votre cerveau. L'exemple de Dorothy, 83 ans, originaire de Charleston, en Caroline du Sud, est particulièrement parlant. Après le décès de son mari, avec qui elle avait partagé 54 ans de vie, elle s'est retirée presque complètement de la vie sociale. Sa fille l'a amenée me consulter 8 mois plus tard. Sur le plan cognitif, elle avait décliné de manière mesurable selon les évaluations standards en moins d'1 an. Nous n'avons pas modifié ses médicaments. Au lieu de cela, nous lui avons construit un véritable agenda social, un club de lecture hebdomadaire, un appel téléphonique quotidien de 20 minutes avec une liste tournante d'amis et de membres de sa famille et un engagement bénévole 2 fois par semaine à sa bibliothèque locale. 8 mois plus tard, ses scores cognitifs étaient revenus à un niveau proche de son état initial. Ses marqueurs inflammatoires avaient diminué. Sa fille m'a confié qu'elle avait retrouvé son entrain et sa personnalité d'antan. L'engagement social n'est donc pas un luxe après 75 ans, c'est une nécessité biologique vitale. L'astuce de synergie. Combinez votre engagement social avec une activité physique chaque fois que cela est possible. Une promenade avec un ami, un cours d'exercice doux en groupe, du jardinage avec un voisin. Les recherches de l'Université de Colombie-Britannique montrent que la combinaison de l'interaction sociale et d'une activité physique, même légère, produit un effet synergique sur le facteur neurotrophique dérivé du cerveau, BDNF, un effet significativement plus important que l'une ou l'autre de ces activités prises isolément.
Le BDNF est en quelque sorte l'engrais de vos cellules cérébrales. Vous voulez en produire autant que possible pour maintenir votre cerveau en pleine forme. Et maintenant, la première habitude. Celle-ci est la plus cruciale, mais aussi celle que moins de 12% des adultes de plus de 75 ans maintiennent de manière constante. Les chercheurs de Johns Hopkins l'ont même qualifiée d'intervention de longévité la plus sous-utilisée disponible pour les adultes vieillissants, et ce, sans aucune prescription médicale. Première habitude, le défi cognitif quotidien et intentionnel. Attention, il ne s'agit pas ici de simples mots croisés. Il ne s'agit pas non plus de lecture passive, même si ces deux activités ont indéniablement leur valeur. Je parle d'une pratique beaucoup plus spécifique, plus exigeante et surtout bien plus transformatrice. Il s'agit de la pratique quotidienne consistant à apprendre quelque chose de véritablement nouveau. Cela peut être l'acquisition d'une nouvelle compétence manuelle ou intellectuelle, l'apprentissage d'une langue étrangère, la maîtrise d'un instrument de musique, ou même l'exploration d'une nouvelle forme d'expression créative qui force votre cerveau à sortir de sa zone de confort pour entrer dans un état de malaise productif. Voici pourquoi cette habitude occupe la première place de notre liste. Après l'âge de 75 ans, votre cerveau commence à s'appuyer de manière préférentielle sur les voies neuronales déjà établies. Il devient extraordinairement efficace pour accomplir des tâches familières, mais parallèlement, il se montre extraordinairement réticent à en créer de nouvelles. Ce n'est pas un défaut de caractère ou une faiblesse. Il s'agit en réalité d'un mécanisme de survie, un cerveau vieillissant cherchant à conserver son énergie métabolique en favorisant ce qui est connu et routinier. Mais c'est précisément là que réside le problème. Cette préférence pour le familier est aussi le mécanisme par lequel la réserve cognitive est progressivement épuisée. La réserve cognitive est comme un tampon de résilience pour le cerveau, sa capacité à compenser les changements structurels liés à l'âge tout en maintenant un niveau de fonctionnement élevé. Pensez-y comme la mémoire RAM d'un ordinateur. Plus votre réserve cognitive est importante, plus votre cerveau peut absorber les dommages liés au vieillissement avant que vous ne commenciez à ressentir les symptômes du déclin. Des recherches approfondies issues de la Lothian Birth Cohort Study de l'Université d'Édimbourg, ayant suivi plus de 1000 adultes de 70 ans jusqu'à la fin de leurs 80 ans, ont révélé des conclusions fascinantes. Il a été constaté que les participants qui s'engageaient dans des activités cognitives nouvelles et stimulantes pendant au moins 30 minutes par jour présentaient un taux d'atrophie cérébrale 47% plus lent sur les IRM. Ils maintenaient également une vitesse de traitement de l'information et une mémoire épisodique significativement meilleure et étaient 38% moins susceptibles de recevoir un diagnostic de démence au cours de la décennie suivante. Une autre étude, le Rush Memory and Aging Project, a montré que les seniors qui décrivaient leur vie quotidienne comme intellectuellement engageante affichaient un fonctionnement cérébral équivalent à celui d'adultes de 10 ans plus jeunes lors d'évaluations neurologiques standardisées. C'est une preuve éclatante du pouvoir de la stimulation mentale continue. Le mécanisme sous-jacent à ces effets est la neuroplasticité, la capacité extraordinaire de votre cerveau à se réorganiser en formant de nouvelles connexions neuronales. Bien que la neuroplasticité diminue avec l'âge, elle ne disparaît jamais complètement. Le cerveau conserve la capacité de changement structurel significatif bien après les 80 ans, mais seulement s'il reçoit un stimulus suffisant et approprié. L'apprentissage de choses nouvelles, la découverte, est précisément ce stimulus vital. L'apprentissage d'une nouvelle langue, par exemple, active simultanément 5 régions distinctes du cerveau et a été démontré dans des études de l'American Academy of Neurology comme retardant l'apparition de la démence d'une moyenne de 4,5 ans. Apprendre à jouer d'un instrument de musique engage la motricité fine, le traitement auditif,
la mémoire et la régulation émotionnelle de manière coordonnée, une complexité qu'aucune autre activité ne réplique aussi efficacement. Même apprendre à cuisiner une nouvelle cuisine de A à Z, parce que cela exige de lire des recettes, de séquencer des étapes, de prêter attention aux sens et de mobiliser des compétences motrices, représente un défi cognitif significatif et enrichissant. L'approche pratique est la suivante. Choisissez une compétence véritablement nouvelle tous les 3 à 4 mois et consacrez au moins 20 à 30 minutes par jour à l'apprendre activement. Le mot-clé ici est « activement ». Regarder quelqu'un d'autre jouer de la guitare sur YouTube n'est pas apprendre la guitare. S'asseoir avec un instrument entre les mains et s'efforcer de maîtriser une progression d'accords, c'est ça, apprendre. La lutte, ce malaise productif, est précisément là où réside le bénéfice neurologique. C'est l'équivalent cognitif de l'entraînement en résistance physique. La résistance, c'est le but, le moteur de la transformation. L'histoire de Robert, 79 ans, de Portland, en Oregon, est un exemple frappant. Il a pris sa retraite après une carrière de 40 ans en tant qu'ingénieur civil et, de son propre aveu, a passé les 3 premières années de sa retraite à faire très peu d'activités qui stimulaient véritablement son esprit. Il est venu me consulter après avoir remarqué une difficulté croissante à se souvenir des noms et à suivre des conversations complexes. Son IRM a montré des changements appropriés à son âge, rien d'alarmant, mais ses scores de réserve cognitive étaient inférieurs à ce que j'aurais souhaité. Je lui ai donné une unique prescription: choisir quelque chose qu'il avait toujours voulu apprendre et le faire chaque jour. Il a opté pour la peinture à l'huile, une activité qu'il n'avait jamais pratiquée de sa vie. Au début, il était terrible, comme il le confesse lui-même avec humour. 18 mois plus tard, il avait achevé 23 tableaux, rejoint un groupe d'art local, ce qui a simultanément renforcé l'habitude numéro 2, l'engagement social, et ses évaluations cognitives de suivi ont montré une amélioration dans 3 des 5 domaines mesurés. Une amélioration, pas seulement un maintien. Une véritable amélioration à 79 ans, c'est remarquable. L'astuce de synergie. Associez votre défi cognitif quotidien à un apport en acides gras oméga 3, plus spécifiquement le DHA. On le trouve en abondance dans les poissons gras comme le saumon, le maquereau et les sardines, ou sous forme de suppléments d'huile de poisson de haute qualité. Le DHA est le principal lipide structurel des membranes des cellules cérébrales, et les recherches issues de l'étude de Framingham sur le cœur montrent que les adultes ayant des niveaux plus élevés de DHA présentent des réponses de neuroplasticité significativement meilleures à l'entraînement cognitif. En d'autres termes, le DHA aide votre cerveau à absorber pleinement les bénéfices de ce que vous apprenez. C'est l'engrais qui nourrit la graine de l'apprentissage. Toutes les références scientifiques pour tout ce qui a été abordé dans cette vidéo sont disponibles dans la description ci-dessous. Je vous encourage vivement à les lire, à les partager avec votre médecin et à avoir une conversation éclairée sur ce qui convient le mieux à votre situation spécifique. Pour conclure, permettez-moi de vous partager quelques mots qui me viennent du plus profond du cœur. Ayant eu le privilège de m'asseoir en face de nombreux patients et patientes âgés de 75 à 85 ans, je sais avec certitude que cette période de la vie est bien trop souvent perçue et traitée comme un simple compte à rebours plutôt que comme une continuation dynamique et enrichissante. Or, il n'en est rien. Les recherches que je vous ai présentées aujourd'hui mettent en lumière une vérité que la médecine commence tout juste à apprécier pleinement. Le corps et l'esprit, à 75, 80 ou même 85 ans, conservent une capacité de résilience remarquable, une sorte de force indomptable. Cette résilience ne s'exprime pas malgré l'âge, mais bien en dialogue avec lui, en l'acceptant et en s'y adaptant intelligemment.
Les 6 habitudes que nous avons explorées ensemble aujourd'hui. L'hydratation stratégique, le mouvement de résistance, le sommeil constant et réparateur, l'apport protéique délibéré, la connexion sociale quotidienne et le défi cognitif intentionnel ne visent absolument pas à remonter le temps ou à inverser le processus de vieillissement de manière irréaliste. Leur objectif est bien plus noble et pragmatique. Elles visent à tirer le meilleur parti possible, le plus extraordinaire des usages du temps que l'horloge nous accorde encore. Ces habitudes sont la clé pour continuer à porter vos propres sacs de course, à vous souvenir avec aisance des prénoms de tous vos petits-enfants, à conduire votre voiture pour vous rendre à vos propres rendez-vous et à rire aux larmes lors d'un dîner en compagnie de ceux qui comptent le plus pour vous. C'est cela, l'indépendance retrouvée. C'est cela, la véritable signification d'une qualité de vie enrichie. Et je vous le promets, je l'ai vu de mes propres yeux chez des patients à qui l'on avait dit qu'il n'y avait plus rien à optimiser. Il n'est jamais, absolument jamais, trop tard pour commencer. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant. Chaque semaine, je m'engage à vous apporter des informations de santé spécifiques aux seniors, basées sur des recherches solides, et je crois sincèrement qu'elles peuvent ajouter des années de qualité à votre existence. Cliquez sur « S'abonner » et assurez-vous d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une seule de nos vidéos. Et maintenant, je suis impatient de vous lire. Laissez votre âge dans les commentaires et dites-moi laquelle de ces 6 habitudes vous semble la plus forte chez vous en ce moment et laquelle vous souhaitez le plus développer. Je lirai chaque réponse. Cette communauté est l'une des plus engagées et des plus réfléchies auxquelles j'ai jamais eu le plaisir d'appartenir, et c'est entièrement grâce à vous. Je vous retrouverai dans la prochaine vidéo. Prenez grand soin de vous, car vous en valez vraiment la peine. Chaque effort compte.